Bonjour et merci d'être venu à cette conférence qui s'intitule « Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on choisit son orientation ?» Je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans et quand j'en avais 19, j'habitais à Lille. Et donc c'était le gala de mon école il y a 5 ans et j'avais envie de m'acheter une robe pour l'occasion. Ce que je vais dire concerne aussi les garçons qui auraient pu avoir du mal à choisir un costume. À l'époque, donc, j'avais du mal à faire des choix et j'ai fait beaucoup de magasins. J'ai finalement trouvé une petite robe noire qui me plaisait pas mal. Mais avant de l'acheter, j'avais envie d'aller voir tous les autres magasins pour aller voir toutes les autres robes et me dire c'est vraiment celle-là qui est la mieux pour moi. J'ai finalement acheté cette robe noire, mais en sortant du magasin et en rentrant chez moi, je suis tombée sur un magasin que je n'avais pas vu. Et j'ai eu besoin de rentrer dans ce magasin pour me dire mais ça se trouve, la robe de mes rêves, elle est dans ce magasin que je n'avais pas vu. Finalement, c'était pas vrai. J'avais choisi la robe qu'il me fallait. Mais en tout cas, cette histoire de robe, c'est un peu mon histoire avec l'orientation. J'ai mis du temps avant de trouver ce que je voulais faire. J'ai voulu travailler dans l'architecture, dans le design, dans l'humanitaire, dans le développement durable. J'ai 25 ans et j'ai trouvé ma voie il y a seulement 1 an. Et je sais que je veux travailler sur l'orientation des lycéens. J'ai envie de partager avec vous des réponses aux 2 questions que je me pose depuis mes 16 ans, à savoir, en quoi c'est difficile de choisir son orientation et comment on fait pour trouver sa voie. En quoi c'est difficile de choisir son orientation? Pour ça, j'aimerais que vous imaginiez un grand supermarché avec beaucoup de rayons et beaucoup de produits. Choisir, c'est difficile d'abord parce que c'est nouveau. Depuis notre plus jeune âge, nous ne choisissons pas grand-chose. Nous ne choisissons pas les cours, nos horaires de cours, la façon dont on va nous enseigner les cours. Et d'un coup, à 16 ans, à 18 ans, et même plus tard, on nous demande de choisir tout. On nous demande de choisir des études, un métier, une ville, un avenir. Donc forcément, c'est compliqué. Deuxièmement, choisir, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choix. À vrai dire, il y a 750 fiches métiers sur l'ONICEP. Autant de secteurs d'activité, de villes où vous pouvez exercer votre métier. Et plus on a le choix, plus c'est compliqué de choisir. Il faut comparer chaque option. Et quand on a finalement choisi, on se dit, mais les 749 autres fiches métiers, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais choisi ce choix ? Donc c'est compliqué aussi. La 3e raison pour laquelle c'est compliqué de faire un choix, c'est parce que choisir, c'est renoncer. Quand j'ai choisi ma robe noire à mon gala, j'ai dit non à la robe rouge. Quand j'ai choisi mon stage de 6 mois au ministère de l'Environnement, j'ai dit non à mon stage de 6 mois chez Emmaüs. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire un stage après l'autre, un métier après l'autre, une carrière après l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous ferez vos choix sur Parcoursup et qu'il en faudra en choisir un à la fin, il faudra dire non à tous les autres. Et ça peut être difficile à accepter. Maintenant, l'orientation. Donc, c'est ce supermarché-là, en plus grand, en plus compliqué. Et pour moi, il y a 3 spécificités à l'orientation qui rendent ce choix particulièrement difficile. Le premier, c'est qu'avec l'orientation, on choisit un métier, on choisit un travail. Et le travail prend beaucoup de place dans notre société, peut-être trop de place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez à une soirée avec vos parents et qu'ils rencontrent des gens qu'ils ne connaissent pas, une des premières questions, c'est « Et vous, vous faites quoi dans la vie ?» Et les personnes répondent rarement « Alors moi, dans la vie, j'adore faire du sport, je pars l'été en Espagne parce que j'adore le soleil et j'aime beaucoup manger les cerises. » Non, les gens, ils disent jamais ça. En général, ils disent « Bah moi, dans la vie, je suis... » Et là, ils donnent le nom de leur métier. Et le problème avec ça, c'est un problème des fois parce que finalement, à partir du moment où on a dit le nom de son métier, les gens s'imaginent des choses sur nous. C'est un peu comme un vêtement. Avant que la personne ait parlé, on s'imagine des choses sur cette personne. On s'imagine ses qualités, ses défauts, sa façon de vivre. Des fois, on peut avoir raison, mais des fois, on se rend compte qu'on s'est trompé. Le deuxième problème avec ça, c'est que cette sorte d'étiquette, finalement, on se rend compte que dans notre société, il y a un peu des bons et puis il y a des mauvais métiers. Il y a un peu une hiérarchisation des métiers. Souvent, quand les personnes disent « Ah, je fais tel métier », la réaction que vous pouvez avoir, elle est souvent la même. « Ah, waouh, c'est super !» ou « C'est super intéressant !» ou « Ah bon, c'est ça ton métier, bah je te plains, ça n'a pas l'air facile !» Voilà, les personnes qui disent « je travaille dans une prison », je pense que souvent la réaction qu'ils ont c'est « ah bon, ça va pas être facile, franchement ». Et ça, c'est un peu un problème, parce que du coup, quand on choisit notre orientation, on n'a pas forcément envie d'être dans la mauvaise catégorie, entre guillemets. Et donc, pour illustrer ça, j'avais envie de vous montrer quelques métiers, quelques photos d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'en fait, voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres. Mais si je vous demandais de faire un classement entre les métiers super impressionnants et les autres, je pense qu'on aurait tous à peu près la même classification.
Et ça veut bien dire qu'il y a un peu des stéréotypes sur les métiers. Et ça, c'est compliqué aussi quand on doit choisir son choix d'orientation. La deuxième spécificité de l'orientation, pourquoi c'est difficile, que je vois, c'est qu'on a l'impression que c'est un supermarché, où il n'y a ni échange possible et ni remboursement. En gros, on a l'impression qu'on se tape son choix pour sa vie entière. On ne nous parle pas de la réorientation. On nous dit « fais ton choix, choisis bien, parce que après quoi ? Parce qu'après on garde toute sa vie ?» Non. Il y a beaucoup de gens qui se réorientent. On n'en parle pas assez. Mais nous, même dans notre génération, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, au moins une fois, ont changé d'orientation, qui ont changé de métier, et des fois, qui changent de secteur d'activité. Et rien que ça, c'est un changement. Être comptable dans une prison n'est pas pareil qu'être comptable dans un théâtre. C'est pas le même quotidien, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes collègues, c'est pas le même environnement. Rien que ça, c'est un changement. Et donc, des choix d'orientation, vous en ferez toute votre vie. Donc, ça existe, l'échange et le remboursement, contrairement à ce que des fois, on vous fait croire. La dernière spécificité de pourquoi c'est difficile de faire un choix d'orientation, c'est parce que dans ce supermarché, il y a beaucoup de vendeurs. Beaucoup trop de vendeurs. Voilà. Il y a vos parents, il y a votre famille, il y a vos amis, il y a vos profs, il y a les conseillers d'orientation, il y a la pub, il y a les films. Tous ces gens-là vous donnent des critères, des images, des conseils, et vous donnent surtout des critères. Et j'aimerais bien insister sur ça. Et des fois, ce n'est pas vos critères. Moi, mes parents, les critères qu'ils m'ont donnés et qui m'ont un peu beaucoup parlé, c'est choisis un métier où tu gagneras bien ta vie, où tu pourras te payer tout ce que tu veux sans avoir à compter. Et moi, je me disais, bah, c'est bien, ouais. Et donc, effectivement, un de mes critères, c'est d'être indépendante financièrement. Ça veut dire de pouvoir payer mon loyer, partir en vacances, effectivement, me payer quelques trucs dont j'ai envie. Mais c'est surtout avoir un métier où je sais pourquoi je me lève tous les jours, où je suis contente de me lever tous les jours. C'est un métier où je me sens bien, un métier que j'aime. Et moi, un des critères qui était important pour mon métier, c'est que je voulais un métier où je sais que je suis utile à la société et que je peux la changer et rendre le monde meilleur. Ça, c'est mes critères. Quels sont vos critères ? C'est important aussi que vous vous posiez cette question-là et aussi de faire la différence entre les critères que vos parents vous donnent consciemment ou inconsciemment et les vôtres. Donc, après ce constat qui est, j'espère, pas trop déprimant, je vous propose de vous donner des pistes. Pas des solutions miracles, mais des pistes. Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on choisit son orientation ? En préparant cette conférence, j'ai trouvé 4 étapes. La première, c'est dans quel rayon on essaye de m'emmener ? Je vous ai dit, il y a beaucoup de vendeurs dans ce magasin. Ils essayent de vous emmener dans des rayons. Est-ce qu'ils vous emmènent dans tous les rayons ? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que si on est une fille ou un garçon, on n'emmène pas dans les mêmes rayons. Si on vient d'une famille modeste ou d'une famille aisée, on n'emmène pas dans les mêmes rayons. Si nos parents sont immigrés ou pas, on ne nous emmène pas dans les mêmes rayons. Les chiffres le montrent. C'est dommage, c'est injuste. Mais du coup, dès qu'on en est conscient, c'est déjà différent. J'aimerais prendre l'exemple des filles et des garçons. Donc, c'est bientôt Noël. Parlons jouets. Voici les jouets qu'on propose aux petites filles. Voici les jouets qu'on propose aux petits garçons. Moi, je vois 2 choses dans ce tableau. La première, c'est que les filles et les garçons, on a l'impression qu'ils ne font pas les mêmes métiers, puis qu'ils ne feront jamais les mêmes métiers. On dirait que d'un côté, il y a les filles, d'un côté, les garçons, c'est séparé. La deuxième chose que je vois, c'est que les petites filles, elles ont des métiers bien spécifiques, comme les garçons, mais ça tourne souvent autour des enfants. S'occuper des enfants, s'occuper des animaux, s'occuper des personnes âgées, s'occuper de soi, la beauté par exemple, comme on voit, ou s'occuper des tâches ménagères. Et les garçons, c'est plutôt construire, se battre, être dans la science. Forcément, ça influe notre construction et notre vision de ce qu'on dit, c'est quoi une bonne petite fille ? C'est quoi un bon petit garçon ? Et le problème, c'est que ça, on le retrouve dans l'orientation. Les filles en S, il y en a beaucoup. Des filles dans les classes prépa scientifiques, il y en a déjà moins. Des filles dans les classes d'ingénieurs, il y en a encore moins. Et des filles qui font des métiers d'ingénieurs, il y en a encore moins. Pourquoi ? Est-ce que les filles, elles n'ont pas le gène ingénieur, le gène scientifique ? Non. Le cerveau des filles et le cerveau des garçons est le même à la naissance. Ce qui fait changer, c'est surtout la façon dont on élève les enfants et dont on nous a élevés. Et donc ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. Et de se rendre compte aussi de est-ce qu'on nous pousse à faire des études supérieures ou pas ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous avez des mauvaises notes ? Ou parce qu'on pense que vous n'en êtes pas capable ? Pourquoi ? Parce qu'on pense que votre famille ne sera pas à même de vous accompagner parce que votre famille n'a pas fait d'études ? Toutes ces questions, c'est important aussi de se les poser. La personne qui ne vous emmène pas dans tous les rayons, celle qui vous dit « ne va pas dans ce rayon, ce n'est pas pour toi, tu ne vas jamais y arriver », cette personne, c'est vous.
parce qu'on a tous et toutes une partie de nous qui n'a pas confiance en nous-mêmes et qui nous disons bah non, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver. C'est important de vérifier que le message que vous portez, il est porteur, il est positif, il est bienveillant. Et j'aimerais finir cette étape sur 2 conseils. Le premier, effectivement, c'est de prendre confiance en soi, de vérifier que le discours qu'on se porte, il est porteur et positif et non pas dévalorisant de j'y arriverai jamais. Comment on prend confiance en soi ? Ça prend du temps, c'est pas forcément facile, mais un conseil que je peux vous donner, c'est de chaque jour noter sur un cahier vos réussites de la journée, les choses dont vous êtes fiers, les compliments qu'on vous a donnés. Et regardez ce cahier au bout de 2-3 mois, et vous vous rendrez compte, je pense que vous avez beaucoup plus d'atouts que vous ne pensez, beaucoup plus de points forts à améliorer, beaucoup plus de points faibles que vous pouvez travailler. La deuxième chose, c'est de vous écouter. Parce qu'en fait, la seule personne qui va vivre votre vie, c'est vous. Donc je vous conseille de vous écouter et d'être en accord avec la personne qui fait vos choix et qui va vivre votre vie. Je pense que ça peut aider. La deuxième étape, c'est de savoir dans quel rayon vous avez envie d'aller. Alors certains lycéens avec qui je parle me disent « Non mais de toute façon, moi j'aime rien, je sais pas ce que je veux faire, ça a l'air d'être la cata quoi. » Puis on a l'impression que vraiment ces personnes, elles n'aiment rien. Moi je n'y crois pas. Je pense que quand vous me dites ça ou quand certains me disent ça, ils n'ont pas pris le temps de se poser. Et du coup, mon conseil, c'est de vous poser et encore une fois d'écrire. Écrire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, les matières, les métiers, les secteurs d'activité, les endroits où vous aimeriez travailler, est-ce que vous préférez être en groupe, être tout seul, ce genre de choses. Et aussi de chercher des personnes référentes, des personnes modèles. Quelles sont les personnes qui vous donnent envie ? Quelles sont les personnes qui vous inspirent ? Déjà, ça va vous donner des indications sur qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Et donc ça, pour cette étape-là, 3 choses. La première, c'est d'être curieux et d'être curieuse. Je l'ai dit, 750 fiches métiers sur l'ONICEP. Je ne vous dis pas d'aller toutes les voir, mais d'aller en voir certaines, de vous ouvrir l'esprit. Beaucoup de vidéos existent sur Internet de personnes qui parlent de leur métier ou qui parlent de leur vie, de leur parcours. Beaucoup d'articles existent. Allez-y, allez les lire. Ouvrez-vous un peu, posez des questions aux gens qui vous entourent. Posez des questions aux anciens élèves du réseau d'Aéro qui sont là aussi pour vous parler de leur réalité. La deuxième chose, c'est que se chercher, se connaître, ça prend du temps. Moi, j'ai l'impression d'avoir mis 7 ans avant de savoir qui j'étais et qui j'avais envie d'être, quels étaient mes goûts. C'est important de prendre le temps. Et c'est pas parce que les personnes autour de vous ont déjà trouvé, c'est pas parce que vos amis ont trouvé ce qu'ils veulent faire et que depuis leurs 5 ans, ils savent qu'ils veulent être tel métier. Ne paniquez pas, quoi. C'est normal de prendre du temps, quoi. Et la dernière chose, c'est les goûts changent. Et c'est pas parce que les gens autour de vous vous disent mais tu changes tous les 2 mois, c'est n'importe quoi, t'es vraiment pas sérieux ou pas sérieuse dans ton orientation. Enfin ouais, je change de goût. Et alors, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas normal à 16 ans, 17, 18 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, est-ce que c'est pas normal tout au long de sa vie de changer ? Moi, je pose la question. Bon, alors là, à partir de cette étape-là, donc vous savez où les gens vous emmènent, vous savez vers où vous voulez aller, vous avez trouvé le produit, donc l'orientation qui vous donne envie. La 3e étape, c'est est-ce que je peux me payer le produit que je veux ? Donc là, je ne vais pas parler du coût des études. J'ai envie de vous parler de la différence entre votre rêve et la réalité, avec une image. Donc je ne vous dis pas qu'on est tous des petits chiens bedonnants qui n'arriveront pas à faire des abdos. C'est pas ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire 2 choses. C'est quand on a trouvé ce qui nous plaît, il faut vérifier 2 choses, pour moi. Je pense qu'il faut déjà vérifier vers quoi vous voulez aller. Le métier que vous avez un peu envisagé, la formation, est-ce que vous avez bien regardé ? Quelle matière il faut ? Quelles compétences il faut avoir ? Combien d'heures ça dure ? Est-ce que ça veut dire que vous allez déménager ou pas ? Est-ce que c'est intense ou pas ? C'est bien de se confronter à la réalité avant d'y être. Et pour ça, encore une fois, posez des questions aux anciens élèves, ils sont là pour vous raconter ce que c'est concrètement d'être étudiant ou étudiante dans tel secteur ou d'exercer tel ou tel métier. Ça évitera les déconvenues le jour où vous allez commencer cette formation. La deuxième chose, la différence entre le rêve et la réalité, je pense que c'est important d'être honnête avec vous-même. Et là, il faut trouver un juste équilibre pour moi entre « j'ai confiance en moi et je pense que je peux y arriver » et « je me fais des films et je plane à 3000 ». Je vais prendre l'exemple de la médecine parce que, effectivement, beaucoup de gens, entre guillemets, par le fait du numerus clausus, tout le monde ne pourra pas être médecin ou travailler dans le médical. Par exemple, avec la médecine, j'ai envie de vous dire « soyez honnête avec vous-même ». La PACES, donc la première année de médecine, c'est dur. Mais la 2e année, c'est dur. La 3e année, c'est dur. La 4e année, c'est dur. Au bout d'un moment, on va vous classer. Les élèves seront classés au niveau national pour choisir leur spécialité. Vous allez enchaîner des gardes de nuit, des gardes de week-end. Vous allez peut-être moins voir vos amis, ou en tout cas, vous allez passer beaucoup de temps à apprendre l'anatomie.
et ce genre de choses. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ou vous n'êtes pas prêt surtout à fournir les efforts, si vous sentez que le week-end, en vrai, vous préférez voir vos amis et vous n'êtes pas prêt à travailler et à vous donner les moyens d'être en médecine, et bien dans ces cas-là, réfléchissez à autre chose peut-être que la médecine. La dernière étape, donc vous avez vérifié, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où les gens veulent vous emmener, vous savez que vous êtes motivé pour atteindre votre rêve, que vous avez été honnête avec vous-même et que vous savez exactement quelle est la réalité du métier ou des études que vous visez, il reste une étape qui est de bouger ses fesses. Bouger ses fesses, ça ne veut pas dire danser la Zumba, ça veut dire travailler. Parce que même les personnes qui ont des facilités dans un domaine, à un moment ont dû travailler pour avoir leur diplôme, travailler pour avoir le poste dont ils avaient vraiment envie. Travailler, Lady Gaga, elle sait ce que c'est. Alors, si vous n'aimez pas sa musique, on n'est pas en train de débattre sur la musique de Lady Gaga, mais Lady Gaga, pour moi, elle n'a pas une voix particulière comme Adele ou d'autres chanteuses. Elle n'a pas un physique particulier. Mais Lady Gaga, en fait, on sent qu'elle a travaillé, qu'elle a envie d'être une star et qu'elle a réussi à être une star. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille, parce que dans chaque clip, elle a une créativité, parce qu'elle change de danse, de costume, qu'elle a créé un univers, qu'elle s'est créé un personnage. Et cette personne, elle travaille, Et elle a réussi parce qu'elle a travaillé. Et c'est important aussi que vous ayez ça en tête, et que si on a envie un jour d'entendre ses rêves, à un moment, il va falloir se mettre à travailler, À un moment ou un autre, il va falloir y aller. Et donc, ça peut être décourageant, parce que votre rêve, ça peut ressembler à l'Himalaya. Et vous pouvez vous dire, oh là là, c'est trop décourageant, c'est trop loin, c'est trop haut, vas-y, ça me saoule, Vas-y, c'est trop dur. Moi, j'ai envie de vous dire que l'Himalaya, c'est atteignable parce que ça commence par la colline Saint-Michel à Évreux. Et oui, si vous arrivez à grimper la colline Saint-Michel à Évreux demain, dans 3 mois, vous irez grimper les Vosges. Dans 6 mois, vous irez grimper les Alpes. Et dans 1 an, vous serez en haut de l'Himalaya. C'est important de découper votre projet en plusieurs objectifs, plus petits, plus atteignables, et de mettre des dates pour vous dire, ok, à telle date, je vais avoir fini ça. Ensuite, à telle date, je fais ça. Ensuite, à telle date, je fais ça. Et je sais qu'à telle date, j'atteindrai mon objectif. Vous pouvez revoir les dates en vous disant, bon, je pensais que j'allais le faire plus rapidement, finalement, il me faut plus de temps, ok. Mais au moins, vous avez un plan qui vous donne envie d'y arriver et qui vous motive. J'ai envie de terminer cette conférence par 3 cas ou 3 situations qui vous sont peut-être arrivées ou qui vous arriveront. Le premier, c'est si les études que vous visez sont trop chères. Parce que les frais d'inscription sont trop élevés, parce que le loyer est trop élevé. Là, j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous renseigner. En France, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'aides pour aider les étudiants à financer leurs études. Profitez-en. Beaucoup de gens ne bénéficient pas de ces aides parce qu'ils ne savaient pas que ça existait, tout simplement. Donc renseignez-vous auprès du Crous, auprès de la CAF, auprès de la formation vers laquelle vous souhaitez aller, parce qu'il y a des fois, les frais d'inscription sont indexés sur le revenu de vos parents. Le deuxième cas de figure, c'est si vos parents, justement, ne sont pas d'accord avec votre choix d'orientation. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'entamer un dialogue avec eux, de leur expliquer pourquoi vous voulez faire telle formation, que vous avez bien regardé ce que ça contient, que vous êtes prêt à travailler pour avoir cette formation. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez demander à une personne de votre famille, à un proche, de faire le médiateur entre vos parents et vous. Un cousin ou une cousine qui est plus âgé, un oncle ou une tante, qui peut essayer de, justement, permettre ce dialogue. Si ça ne marche toujours pas, vous pouvez essayer d'avoir un compromis. Ok, je fais la licence de droit parce que vous en avez envie, mais après, je fais ce que je veux. En tout cas, je pense que c'est important d'entamer le dialogue parce que, encore une fois, la personne qui va vivre votre vie, c'est vous. Donc c'est aussi important que vous arriviez à expliquer en quoi c'est meilleur pour vous d'aller dans telle formation. Le dernier cas de figure, c'est qu'est-ce que je fais si je ne sais toujours pas quoi remplir sur Parcoursup dans 3 mois. Pour les terminales et pour les premières, ce sera dans 1 an. Là, j'ai envie de vous dire, en fait, il va falloir mettre des choix. Donc au bout d'un moment, il va falloir mettre des choix, même si vous ne vous sentez pas prêt, tant pis, il va falloir mettre des choix. Mettez ceux qui vous plaisent le plus, et dites-vous qu'à un moment, il va falloir y aller, Il va falloir confronter justement votre rêve et la réalité. Il va falloir commencer une formation, puis vous allez vous rendre compte au bout d'1 an, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas ? Et au pire, vous changerez, en fait. Et entre-temps, vous aurez appris beaucoup de choses sur vous-même. J'aimerais terminer cette conférence par une conclusion qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise orientation, il n'y a pas d'erreur d'orientation, puisqu'on apprend toujours quelque chose sur nous-mêmes. Et surtout, il n'y a pas de mauvaise orientation si vous vous écoutez et si vous prenez confiance en vous. Je vous remercie pour votre attention.